Vibration, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Vibration, le podcast qui fait vibrer vos communications internes avec nos invités qui se succèdent sur ce plateau. Et si vous êtes passionné comme nous de com interne, si vous travaillez dans les communications internes des organisations, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à cette collection de podcasts pour être tenu au courant des sorties des nouveaux épisodes. Et puis ça nous aide à remonter dans les algorithmes de recherche de Google Podcast, de Apple Podcast, entre autres. Et puis n'hésitez pas, enfin, si vous le souhaitez, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai tout dit. C'est parti pour Vibration, le podcast. Vibration, le podcast. Et j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Victor Martin. Bonjour Victor. Bonjour David, bonjour à tous. On va se tutoyer parce qu'on le fait hors antenne. Donc avec plaisir. On va continuer Victor. Super, ça me va très bien. Victor, tu es en charge de la communication interne chez Safran et de programme d'employés advocacy chez Safran depuis tout à fait. Quelques mois. Alors depuis pratiquement un an. Pratiquement un an. Exactement. Ouais. Donc chef de projet effectivement en communication RH, donc communication interne mais orientée RH. Et je pilote également notre programme d'employé advocacy. Tu vas nous dire comment vous avez réussi chez Safran à réussir ce pari d'avoir de l'employé advocacy parmi vos équipes. Donc ça va être intéressant. Et également en duplex, nous avons le plaisir d'avoir Thomas. Bonjour Thomas. Oui, bonjour David, salut Victor, ravi d'être là aussi, bonjour à tous. Thomas qui est cofondateur de We Advocacy, qui est une solution qui permet de rendre nos collaborateurs ambassadeurs, et Thomas va nous expliquer tout ça dans quelques instants, la manière dont ils s'y prennent chez We Advocacy. Mais vous allez voir, c'est une solution assez intéressante. Thomas, tu es avec nous jusqu'à la fin, en duplex, tu es en province, c'est la raison pour laquelle c'était un petit peu compliqué de venir ce matin, mais on est ravis que tu sois avec nous Thomas. Ouais, j'aurais bien aimé être là. Désolé en tout cas, mais je suis ravi d'être là à distance. Ah tu rates, on a des pains au chocolat, on a du café et un accueil incroyable. Mais c'est pas grave, la prochaine fois tu viendras à Paris. Un petit mot sur We Advocacy, Thomas. Comment vous réussissez? C'est quoi votre vision pour faire des collaborateurs des ambassadeurs de l'entreprise? Nous, très rapidement, en fait, on est parti du principe qu'un des enjeux, on est une plateforme de communication digitale. Un des enjeux, c'est d'essayer de solliciter le moins le collaborateur, parce que c'est pas toujours évident de lui demander de faire des choses. Et donc, nous, la plateforme, c'est utiliser finalement les nombreux mails échangés par les différents collaborateurs pour leur permettre de relayer par le biais de leur signature mail. On peut ajouter une bannière pour leur permettre de relayer de l'actu d'entreprise. Et donc finalement, c'est à ce titre-là qu'ils deviennent des ambassadeurs parce que d'une part, ils vont lire l'actu, donc ils vont s'imprégner des grands messages que souhaite partager leur entreprise. Et ensuite, ils sont ravis de le faire et ça leur demande aucun effort. Donc c'est de cette manière. C'est ce qui est intéressant, pardon Thomas, dans l'approche que vous avez, parce que je trouve que ce n'est pas un outil de plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que votre outil s'intègre dans le mail, qui est l'outil de communication de base, qui est le plus employé encore aujourd'hui, et donc du coup effectivement le collaborateur devient ambassadeur via son outil préféré, enfin je sais pas si c'est son préféré, mais c'est son outil du quotidien qui est le mail. C'est ça. Ça fait 20 ans qu'on essaie d'enlever les mails, mais qu'on a du mal. Alors on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Il y a des équipes, on fera peut-être un webinaire sur ça, un de ces jours, sur comment on peut réduire les mails. Ça sera intéressant. Il y a des vraies démarches qui arrivent à piloter ça, et donc pour en reparler peut-être dans une autre édition du Vibration Day, à suivre donc. Victor, est-ce qu'on peut préciser le périmètre de ton intervention chez Safran autour de cette équipe d'employés advocacy? Tout à fait. Donc nous, notre programme d'employé advocacy, il a vu le jour en 2018. Donc ça va faire déjà près de 3 ans qu'il existe. Le périmètre à l'heure actuelle, c'est un périmètre France. Donc Safran, gros groupe international d'aéronautique. Le périmètre à l'heure actuelle, donc il est France. On est en cours de déploiement à l'international. On a à l'heure actuelle un réseau d'ambassadeurs. Alors je les appelle les e-ambassadeurs, puisqu'ils ont une fonction en fait de valoriser l'entreprise. Parce que si c'était les ambassadeurs, il aurait fallu des frais de bouche, le chauffeur, voilà, etc. Donc faut pas se tromper quoi. Donc on les a effectivement centrés sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je les appelle les e-ambassadeurs. Et effectivement, donc c'est à l'heure actuelle un réseau de 500 personnes, tous volontaires,
et qui ont effectivement pour objectif à la fois de relayer, de valoriser l'entreprise donc sur ces réseaux sociaux, mais également parler d'eux-mêmes. Voilà, donc on leur donne véritablement la parole pour qu'ils puissent s'exprimer sur ces nouvelles plateformes digitales. Et là, vous vous dites, on parle de communication interne, et là, Victor, ce qu'il fait, c'est qu'il fait en sorte que ses équipes d'employés Advocacy partagent sur les réseaux sociaux. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire en sorte que peut-être que parfois la communication interne peut venir de l'extérieur. Via ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et la fierté d'appartenance à une entreprise peut arriver de posts qu'on voit sur LinkedIn ou autre. Exactement. C'est vraiment ça l'idée, hein. Exactement. De toute façon, là, ça fait depuis déjà plusieurs années que la frontière entre comme interne, comme externe, elle est de plus en plus poreuse. À mon sens, elle existe même pratiquement plus. Et alors effectivement, on dit pas la même chose à l'externe et à l'interne, ça c'est clair. Mais on peut tout à fait avoir un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance en voyant des posts sur les réseaux sociaux, sur un site internet, etc. Et du coup, se sentir engagé, valorisé, et avoir envie également de s'engager auprès de cette communication. Et pour aller dans ton sens, moi j'ai accompagné des entreprises qui faisaient des podcasts internes, mais qui décidaient de les mettre sur LinkedIn. Ouais, c'est ça. En mode, on ouvre le capot, on n'a rien à cacher, voilà ce qui se passe chez nous. Ouais, complètement. Et donc ils partageaient, voilà, en open source, complètement les podcasts. Et donc ça avait un effet assez intéressant. On va en parler tout à l'heure à 14h avec David Beleich, parce que c'est de lui dont il s'agit. Ça avait un effet intéressant parce que les clients voyaient ce qui se passait, la vivacité de l'entreprise à l'intérieur, et les candidats, lorsqu'ils arrivaient en entretien, disaient mais dis donc ça bouge chez vous, c'est sympa, il y a du podcast, il y a une vraie vie. Et effectivement ça jouait un vrai rôle de comme interne que de le partager. Complètement. Et puis c'est un rôle de transparence, c'est-à-dire que voilà, on a rien à cacher, on met ça à l'externe, à l'interne, tout le monde voit un petit peu, et effectivement dans un objectif notamment d'attractivité, ça permet de faire vivre une expérience utilisateur. La personne lambda qui voudrait rejoindre Safran voit ce qui se passe un petit peu à l'intérieur, et ça peut lui donner envie de nous rejoindre. Donc effectivement, ça c'est très important. Thomas, je rappelle que Thomas est en duplex avec nous. Est-ce qu'on peut voir Thomas? Est-ce que j'ai une question à te poser? Est-ce que alors toi tu es aux avant-postes parce que tu travailles avec beaucoup d'entreprises. J'espère de plus en plus à l'avenir, c'est ce que je te souhaite. Ça continue, mais en tout cas, toi, tu as une vraie vision marché en fait de ces démarches d'employés Advocacy. Est-ce que pour toi, la crise a décuplé ces projets, ces dynamiques d'ambassadeurs d'entreprise? Oui, alors il y a plusieurs choses. Moi, je suis convaincu que les entreprises ont pris conscience avec la crise que la clé, c'était de capter l'attention de leurs collaborateurs. Avant de les impliquer en tant que meilleurs ambassadeurs et vraiment de créer les programmes, ils se sont dit mince, ils sont plus là, comment est-ce que je fais pour m'assurer qu'ils vont bien, comment est-ce que je fais pour leur partager de l'info, qu'ils la lisent et qu'ils s'imprègnent. Et finalement, je pense que la crise a permis aux entreprises de prendre conscience de ça. Et elles se sont rendues compte, finalement, il y avait 3 grandes catégories de collaborateurs. Il y a les ronchons, eux, ça sera compliqué de les embarquer, ce sera compliqué de capter leur attention. Il y a les très bons élèves, c'est toujours quoi qu'on leur demande finalement, c'est entre 20-30% de collaborateurs qui sont toujours prêts à jouer le jeu, partager les posts, à clamer haut et fort leur amour pour l'entreprise. Et puis il y a 50% des gens qui finalement sont des gens qui au quotidien aiment bien, sont fiers de leur entreprise, mais n'ont pas forcément le temps. Ils ont plein de boulot et donc ils sont dans cette démarche de manière naturelle. Donc la crise, je pense, qui a permis aux entreprises de se dire, même avant de construire des programmes d'employés en advocacy, il faut recapter l'attention des collaborateurs, il faut reprendre le fil de la communication avec les collaborateurs. Donc je pense ça a été remis dans le bon ordre, c'est ça, les choses ont été remises dans le bon ordre pour toi? Ouais, pour moi il y en a qui construisent des programmes avant de se dire mince, est-ce que les collaborateurs ils sont là, est-ce qu'ils sont motivés, est-ce que j'ai du lien, est-ce que je prends leur feedback, est-ce que je suis prêt à apporter des réponses à leurs questions, à leurs inquiétudes, à leurs angoisses. La crise, elle a permis de se dire on va répondre à ces premiers enjeux. Et je pense que naturellement, elles iront après dans des programmes. Donc à mon avis, ça a favorisé. Mais le temps 1, c'est de revenir de manière pragmatique en disant quand est-ce que je leur demande, ils sont tous en télétravail, de revenir et d'organiser les plannings de présence, etc. Donc, ils reviennent à des choses assez simples en se disant, mais mince, en fait, on avait oublié ça. On avait oublié cette partie-là. Ouais, d'accord. Je rappelle que vous pouvez, je le rappelle pas, je le dis parce que je crois que je l'ai pas dit depuis le début. Vous pouvez poser des questions à nos invités, à moi-même. N'hésitez pas pour ça, un moyen très simple. Soit vous cliquez sur Q&R comme question-réponse et vous pouvez poser vos questions, soit dans le chat directement. On a notre
notre social room qui scrute vos questions et qui nous les fait parvenir. Vous pouvez même participer si vous voulez échanger, apporter votre point de vue, votre expérience en la matière. On peut même échanger ensemble. Vous le dites sur le chat et puis on papote ensemble dans ce live. C'est tout l'objectif d'être en direct ensemble. Tu parlais, Thomas, d'une proportion de collaborateurs, les ronchons, ceux qui sont chauds, qui ont envie d'y aller. Comment ces ronchons-là, ils représentent combien de pourcents ces personnes qu'on n'arrivera jamais à inclure dans une stratégie d'ambassadeur? Moi, en général, alors après, chaque entreprise est unique. En France, on est très unique, on est différent des autres. Alors que finalement, il y a certaines comme similitudes, parce que finalement, souvent, on retrouve les mêmes proportions. En général, c'est 20% de collaborateurs qu'on a du mal à vraiment les mobiliser. C'est-à-dire que qui vont être plus dans un rôle de défiance. C'est ce qu'on peut constater. Est-ce que toi tu le constates aussi, Victor? C'est 20%. Ouais, tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec la segmentation de Thomas. Alors après, sur les pourcentages, on peut discuter. Est-ce que c'est 20% qu'on n'arrivera jamais à toucher, 30, 10, bon, peu importe. Mais il y a effectivement toujours une partie de collaborateurs qu'on aura du mal à intégrer au sein d'une action de l'entreprise où on leur demande effectivement une action. En tout cas, mon expérience au sein de Safran, c'est qu'on a quand même une part importante de collaborateurs qui sont mobilisés au quotidien, que ce soit dans leur métier effectivement, mais également de fonctions annexes et notamment le rôle d'ambassadeur sur les réseaux sociaux. Après, c'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'on ne veut pas le faire. Peut-être c'est un manque de temps. Alors aussi. Exactement. C'est pas forcément une question de volonté. Ça peut être on n'a pas le temps, on est sur des projets qui nous prennent beaucoup de temps. On n'y voit pas aussi forcément l'intérêt. Ça c'est quelque chose qui est assez important, l'intérêt également qu'on y trouve, pourquoi le faire. Enfin, il y a toute une nécessité également d'expliquer pourquoi on fait ça, de réussir à faire en sorte que le collaborateur se rende compte de l'intérêt que cela a pour l'entreprise, mais également pour lui-même. Ça c'est important. Et aussi essayer de lui donner l'accompagnement et la plus-value qu'il va y trouver. Ça c'est quelque chose qui est important. Et pour autant, Thomas, si je reprends le principe, le concept de We Advocacy, la solution que tu as cofondée, si je comprends bien, les collaborateurs deviennent un peu passifs quelque part, parce que dans chacun de leurs mails, il y a des bannières qui se mettent automatiquement. Est-ce que c'est pas quelque part un constat de se dire, on n'arrivera pas à les capter, on n'arrivera pas de manière volontaire à faire en sorte qu'il y ait des ambassadeurs, du coup, on va faire passer des bannières mail et on est tranquille. Est-ce que c'est pas, question pour la gratter, Oui, non. Alors, moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'une solution qui va demander au collaborateur de s'engager plus fortement de manière active, c'est top et c'est très complémentaire d'une solution comme la nôtre. Nous, on va aller toucher des catégories de population qui sont pas forcément enclins dès le départ à s'impliquer. On a même la catégorie ronchon. Ils râlent rarement sur le fait qu'il y ait des bannières ou qui relaient de l'information d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on va toucher énormément de collaborateurs. Donc, on va venir en complément. Et donc, moi, je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, il faut donner des outils pour ceux qui veulent s'impliquer, ceux qui veulent clamer haut et fort. Et nous, notre outil vient en complément dans cette démarche qui est, on va valoriser le collaborateur sans lui demander d'effort. En général, c'est quand on demande quelque chose aux gens, on demande quelque chose, faites quelque chose, c'est là où ça râle. En revanche, quand on les valorise sans rien de leur demander, finalement, ils sont contents. Nous, on a énormément de retours positifs sur c'est sympa, c'est chouette. Finalement, j'ai rien à faire, on me demande rien, on me valorise, on me fait briller. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Parce que, alors, quand on demande quelque chose à quelqu'un, on se met quelque part un peu en dette vis-à-vis de lui. Et donc, est-ce que toi, tu n'utilises pas We Advocacy, qu'on soit très clair. Ouais, tout à fait. Peut-être pas encore, mais vous verrez entre vous. Voilà, on va vous mettre en relation, vous verrez, etc. Mais est-ce que t'as pas le sentiment, Victor, lorsque tu demandes à un collaborateur ou une collaboratrice de devenir ambassadeur, ambassadrice, est-ce que tu te mets pas en dette et que quelque part il va attendre quelque chose en échange, est-ce qu'il va attendre une prime, est-ce qu'il y a pas un espèce de cercle un peu vicieux qui se met en route dès lors qu'on pratique ce type de projet? Ouais, alors cette attente-là, elle peut être légitime, effectivement, parce qu'on est dans des modes d'organisation du travail où on nous demande quelque chose et souvent on attend une rétribution, quelle que soit la forme. Nous, par contre, c'est pas du tout ça au sein de Safran. C'est-à-dire que ceux qui veulent appartenir à ce programme d'employé advocacy, ils le font sur leur bonne volonté. Donc le seul critère en fait pour être e-ambassadeur chez nous, c'est la bonne volonté. C'est de le vouloir. C'est de le vouloir. Et derrière, c'est très clair, il y a aucune rétribution.
Il y a pas de prime, c'est pas inscrit dans les Rien du tout, zéro. Rien du tout, zéro. Un goodies. Un petit goodies Ah, quand pour même. nos 50 meilleurs et ambassadeurs en fin d'année. Voilà, c'est tout. C'est histoire quand même de Les meilleurs, remercier pour plus les actifs. meilleurs. Ah oui, les meilleurs quand même. Et- Donc donc voilà, après chacun est libre de participer ou pas, d'y consacrer le temps qu'il peut, qu'il veut en fonction de ça, mais effectivement ceux qui participent, ils trouvent un intérêt personnel de gagner en influence sur les réseaux sociaux, un intérêt d'être accompagné également sur ces nouvelles formes de communication digitale et c'est pas tant une rétribution, mais c'est plus leur donner un intérêt personnel à participer à ce type de programme. Ouais. Tu dis les 50 meilleurs gagnent un goodies. Donc ma question c'est quel est ce goodies? Non, je rigole, ça m'intéresse pas. Quoique on peut en Ouais, parler. y a rien. On pourra faire une émission sur les goodies et voilà. Si tu veux, hein, Non. il y a rien Non, mais d'extraordinaire. C'est pas ma question. Ma question c'est comment tu mesures, quels sont les effets mesurables, comment tu pilotes, comment tu sais qui est le premier, le deuxième, le 50e, etc. D'accord. Alors nous on utilisait un outil qui s'appelle Sociable, outil très bien à l'heure actuelle, hein, vraiment. C'est pas pour leur faire de pub, j'ai aucune action. Non mais dedans, on donne des clés. Si t'es content de cet outil, on en Sociable, parle. Pas de très souci. bien, et ça permet effectivement des statistiques derrière qui sont très fines. L'avantage des réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est qu'on sait ce qu'on fait. On sait comment le faire pour que ça fonctionne, on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Sociable, c'est le même principe, énormément d'informations détaillées qui nous est donné, et moi, tous les jours, tous les mois, effectivement, j'analyse cela. J'analyse quelle thématique va mieux fonctionner, quel est le meilleur moment pour prendre la parole sur les réseaux sociaux dans une journée, y a-t-il des périodes de creux, des sujets qui fonctionnent mieux, etc. Donc, il y a toute une analyse statistique derrière qui est fait, et effectivement, avec cette plateforme-là, il y a une gamification qui est faite, et donc plus on va être ambassadeur, donc plus on va proposer du contenu sur la plateforme, plus on va en partager sur les réseaux sociaux, et plus on va gagner des points, et donc on va se retrouver dans le top du classement des e-ambassadeurs. Donc ça, c'est la plateforme qui propose cette gamification. Et je comprends que du coup tu fais une gamification positive, c'est-à-dire que tu valorises les personnes qui sont les plus engagées. Ouais. Et tu fais pas une punition pour les gens qui le font moins. Absolument. Néanmoins, est-ce que tu mesures cela, tu le pilotes? Est-ce qu'il n'y a pas une notion un peu de perception de flicage, d'une injonction à faire, parce que si je fais pas partie des 50 premiers, du coup, je suis pas sur la photo. Est-ce que c'est pas perçu aussi un peu comme ça? Alors, est-ce que c'est perçu comme ça ou pas? Je sais pas, faudrait leur poser la question. Je pense pas, parce que comme je disais déjà, ça se fait sur le volontariat. Ouais. Donc, si on a envie d'être dans les 50 premiers, libre à chacun d'y passer le temps et l'investissement nécessaire. Par contre, après, si on n'a pas envie d'être sur la photo, comme tu dis, d'être dans les 50 premiers, ça regarde chacun. Ok. C'est-à-dire que moi, vu qu'on est... C'est pas mal perçu. Non, c'est pas mal perçu parce que c'est du volontariat, chacun est libre de s'engager, donc du coup chacun y passe le temps qu'il peut y consacrer, qu'il veut y consacrer, et moi j'en ai, c'est des winners, hein. Ils veulent effectivement être dans le top 10, mais tant mieux parce que eux ça les valorise, ils sont contents d'être dans le top 10, et en plus ils valorisent l'image de marque, ils s'auto-valorisent. Donc c'est du win-win. C'est du win-win, voilà. Ouais. Et moi j'impose rien. Si un jour j'ai un top 10 qui redescend dans le top 100, j'ai envie de dire tant pis pour lui, mais il l'a choisi. Et donc moi, non, il y a aucun flicage. Et derrière, j'irais pas dire attention, t'as perdu 2 places, ce mois-ci ça va pas, etc. Ah, tu joues pas là-dessus. Non, Ok, très non, bien, pas c'est faire. là-dessus, non. C'est faire, Victor. Posez vos questions, faites-nous part de vos commentaires, de vos expériences. Je suis sûr que derrière vos écrans, vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà même tenté. Ça nous intéresse de savoir les écueils dans lesquels vous avez pu tomber, les victoires que vous avez pu avoir, pour qu'on puisse échanger ensemble et améliorer encore la qualité de ce webinaire. C'est fondamental pour nous de partager du contenu, de la valeur, et c'est avec vous qu'on va le faire. Donc n'hésitez pas à soit poser une question dans l'onglet Q&R, soit poser votre question ou vous identifier sur le chat pour dire j'ai envie d'échanger avec les personnes en plateau. Ça nous ferait très plaisir. Thomas, une petite question. Je rappelle que tu es en duplex. Tu es où d'ailleurs? Tu es dans le sud-ouest, hein, je crois, vers Bordeaux. Non, je suis de l'autre côté, je suis à Grenoble. Ah. T'es vers Grenoble, alors, aucun rapport. J'étais sûr que t'étais à Bordeaux, moi. Thomas, c'est quoi pour toi les bonnes étapes pour construire un programme d'employé advocacy? Moi, je suis assez pragmatique, c'est-à-dire que je crois pas. J'ai beaucoup travaillé avec de nombreuses entreprises. Je suis vachement revenu. Il y a eu l'époque des intranets, tout le monde voulait des intranets. L'époque des réseaux sociaux, tout le monde voulait des RSE. L'époque des outils d'employé advocacy, ce qui est très bien. Je pense qu'il faut y aller étape par étape, c'est-à-dire qu'avant de lancer une démarche d'employé advocacy, je pense moi je suis très pragmatique, revenir au basique, capter l'attention des collaborateurs, savoir ce qu'ils veulent. Donc c'est savoir leur communiquer de manière efficace, savoir s'assurer qu'ils ont bien l'info, et aussi les faire participer pour déjà du feedback en disant on veut mettre telle chose en place, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Demander leur avis.
recréer du lien, créer du lien avec ses collaborateurs. Une fois qu'on a franchi cette première étape, on va commencer à pouvoir aller un cran plus loin et engager un certain nombre de programmes. Et donc, c'est pour ça que chaque entreprise doit identifier dans quelle étape elle est. S'il n'y a pas de baromètre, prenez le pouls de vos collaborateurs. S'il n'y a pas d'enquête, beaucoup d'entreprises font une enquête par an, puis après, ils mettent 4 mois pour donner les résultats. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'objectif, c'est de se dire maintenant, on va faire du micromanagement, des enquêtes plus régulières. On va s'assurer que les collaborateurs ont la parole. Et je dirais après, ce sera un pas naturel. Donc, pour moi, avant d'engager cette démarche d'employé advocacy, il y a un certain nombre de choses à faire avant, s'assurer qu'on communique de manière performante, qu'on prend le pouls des collaborateurs. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir engager une démarche et on va pouvoir mobiliser encore plus de collaborateurs parce que sinon on arrive sur un énorme programme. Les collaborateurs, ils sont très très loin de ça. Ils se disent on va dépenser beaucoup d'argent, on va engager des formations pour expliquer aux gens comment utiliser tel outil. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il faut y aller pas à pas. Et c'est fait de petites victoires, de petites marches qui vont permettre d'aller à ce programme. Mais ce que vraiment dans ton message que j'entends et auquel je souscris complètement, c'est ne pas vouloir lancer forcément un programme parce que il faut le lancer, parce que il y a rien de pire qu'un programme qui échoue et après on va voir sa direction en disant j'ai échoué, ça marche pas. Donc ça renvoie un très mauvais message d'avoir un programme qui échoue. Et donc je souscris complètement à ton point de vue qui est de faire ça étape par étape. On va d'ailleurs comprendre au travers de l'histoire de Safran comment ça a été fait étape par étape. Mais complètement d'accord, Thomas. Ouais, Pardon. Non, je t'en prie. Non, je disais excuse-moi de te couper, se poser les bonnes questions. Moi, j'ai pas mal d'entreprises qui me disent on veut un intranet. Je leur dis mais vous voulez parler d'outils, vous parlez pas de besoins. Pourquoi? Et alors là, à la fin tu creuses et puis ils se rendent compte on sait pas. Parce qu'il faut un intranet. Et du coup tu comprends pas et donc le programme c'est pareil. Pourquoi vous voulez posez-vous les bonnes questions. Il y a vraiment une démarche en amont avant d'engager des budgets importants, conséquents. Sachant qu'en plus, la com interne, aujourd'hui, on parle beaucoup de com interne, ça reste un très beau concept. Moi, ce que je vois quand même, c'est en termes de budget, com interne comme externe, ça n'a rien à voir. La com interne reste malheureusement encore un peu le parent pauvre. Mais alors, c'est marrant que tu dis ça. Confère à la conférence qu'on vient d'avoir il y a 1 heure, où on avait un expert, Patrick, en l'occurrence, Patrick Bois, qui expliquait que une communication interne trop belle, trop ostentatoire, ça pouvait être aussi contre-productif. Donc, il y a aussi des réflexions sur, on n'est pas forcément obligé d'avoir des budgets extraordinaires comme interne. Ça peut être des choses qui peuvent être authentiques, qui soient vraies, qui soient faites peut-être avec les moyens du bord, mais qui peuvent faire un effet beaucoup plus concret et clair et avec un effet, on va dire, moins ostentatoire et plus naturel qu'avec des choses magnifiques, des vidéos très bien faites. Et je le dis, moi, je suis producteur de contenu de com interne, donc je suis très à l'aise pour dire que parfois il faut faire des choses géniales lorsque c'est nécessaire. Dans le luxe, par exemple, on est amené à faire des choses qui sont très précises parce que le luxe ne donne pas l'opportunité d'avoir de l'à peu près, du bricolage, absolument pas. Il y a d'autres secteurs et je les mets pas les uns devant les autres. Il y a d'autres secteurs où il faut être un peu low profile, faire des communications qui sont plus authentiques, pas forcément très belles, très produites, mais plus authentiques. Donc voilà, la question du budget se réfléchit aussi, Thomas. Ouais, tout à fait. Non mais après c'est juste au milieu quoi. Ouais, bien sûr. On a des questions. Vous commencez à nous envoyer des questions et c'est génial. Après, on évoquera l'histoire, comment Safran, comment Victor a fait avec son équipe pour engager ses équipes. Première question, est-ce que vous avez des conseils pour convaincre des collaborateurs qui n'ont pas le temps? C'est une des principales contraintes que je rencontre dans le cadre de mon travail. Les collaborateurs, alors moi j'ai des idées, mais peut-être que les collaborateurs qui n'ont pas le temps, est-ce que tu cherches encore à les convaincre ou est-ce que tu te dis, ok, ils n'ont pas le temps, tant pis. Next, on passe à ceux qui ont du temps, quoi. Non, pas forcément, parce que ceux qui n'ont pas le temps, ils peuvent être tout aussi intéressants pour l'entreprise. Ils n'ont pas le temps à un instant T. Déjà, voilà, ils sont peut-être sur des projets qui durent, 3 mois, 6 mois. Donc, faut voir un petit peu comment va évoluer leur activité. Et puis, on peut les suivre et peut-être les relancer au fur et à mesure. Après, ne pas avoir le temps, je le comprends tout à fait, mais je pense que c'est une question de priorité aussi. Si on perçoit l'intérêt, en fait, de participer à des programmes annexes à son travail, type un programme d'employé advocacy, par exemple, si on y trouve un intérêt personnel qui est aussi fort que le travail qu'on a à faire,
on va réussir à dégager du temps et à le trouver. Donc il y a effectivement ceux qui n'ont pas le temps. Moi je pense qu'il faut continuer à les suivre, il faut pas les mettre sur la touche, bien au contraire, parce que ça se trouve on a des pépites dedans et c'est eux qui vont nous générer de la plus-value par la suite. Et après essayons d'expliquer au maximum l'intérêt qu'ils peuvent y trouver. Ouais. D'y consacrer un petit peu de temps, ça peut être 10 minutes par jour, hein, 10 minutes par jour, 1 heure par semaine, etc. Ce qui est pas énorme, mais essayez de leur trouver un petit peu quand même de temps pour que voilà ils puissent y consacrer. Et après je crois aussi beaucoup en l'accompagnement. Accompagnons-les au maximum, montre-leur que c'est simple, qu'ils vont pas y passer des heures carrées à faire tel type d'action. Et si on les accompagne, qu'on leur donne tous les outils et qu'on leur laisse un petit peu aussi la latitude pour faire ce qu'ils veulent faire dans ce type de programme-là, je pense que ça peut fonctionner même avec ces personnes qui n'ont pas le temps. Ouais. Moi, j'apporterai un complément et d'ailleurs, si cette personne veut échanger avec nous, ça serait très intéressant pour comprendre dans quel contexte cette personne s'inscrit. Moi, ce que j'ai envie de revenir à ce que disait Thomas tout à l'heure sur mettre les choses dans le bon ordre. Moi, j'ai été à un moment donné de ma carrière responsable directeur de la communication interne externe d'une société et j'avais voulu lancer un programme d'employé advocacy. Donc moi, je plaide coupable et je m'étais rendu compte que effectivement, ça prenait pas. Ça prenait pas parce qu'on demandait des choses à des personnes qui étaient pas très engagées. Et vraiment, je reviens sur ce que tu disais, c'était au début de ma carrière, 5-6 ans de carrière, et j'avais pas toutes ces réflexions. Maintenant, je comprends ce que tu dis, Thomas, quand tu dis d'abord engageons-les. Et ensuite on peut leur demander des choses. Et une des manières de les engager, c'est peut-être de trouver différents moyens. Alors créer des podcasts et les faire participer peut-être à la construction des podcasts, créer peut-être des cellules d'innovation et les faire participer à la réflexion autour de l'innovation interne. Ça peut même des chantiers orientés externes sur des réflexions en termes d'offres, de rapport à la clientèle, de rapport qualité. En tout cas, les inscrire dans des programmes qui va les intéresser, c'est pour moi un premier niveau qui va ensuite naturellement conduire ses collaborateurs à devenir des ambassadeurs. Et lorsque on arrive à faire ça, je pense qu'on a tout gagné et je pense que ça fait écho à l'histoire de Safran parce que tout à fait. le début de cette équipe de 500 personnes, ça a commencé par une équipe qui était beaucoup plus restreinte, qui faisait quoi? Moi, je le sais, mais bon, je lui demande. C'était une cinquantaine de personnes. En fait, on a commencé. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, David, et ce que dit Thomas aussi. Lancer un programme d'employé advocacy, c'est un petit peu la pyramide de Maslow. Si on n'est pas bien dans son travail, qu'on n'aime pas trop son entreprise, son métier, etc., vous pouvez pas demander à quelqu'un d'aller le valoriser à l'externe. Ça fonctionnera pas ou ce sera très artificiel, ça va pas prendre. Donc, il faut effectivement déjà s'assurer qu'il y a un bien-être, qu'ils sont pris en compte et qu'ils sont engagés déjà dans d'autres réflexions. La valorisation, pour moi, elle arrive un petit peu au sommet de tout ça. Chez Safran, donc on a lancé ce programme employé advocacy en 2018. On avait un objectif principal qui était de l'attractivité. En 2018, on avait des besoins de recrutement qui étaient très importants et on avait besoin d'aller chercher les talents là où ils étaient et principalement sur les réseaux sociaux. Donc on a commencé avec un noyau dur qui était nos ambassadeurs écoles, donc des collaborateurs donc déjà érigés en équipe, déjà érigés en réseau, engagés dans une activité annexe de leur mission. Donc ils prenaient le temps d'aller dans leurs anciennes écoles pour valoriser Safran, faire des présentations, etc. Et donc pour eux, en fait, ça leur paraissait un petit peu normal et légitime de prolonger tout ce travail d'ambassadorat de leur école sur les réseaux sociaux, oui. parce qu'effectivement c'est la continuité logique. Bien sûr. Et donc on a eu ce premier noyau donc de réseau d'ambassadeurs écoles, et après par cercle concentrique, en fait, on a augmenter ce réseau d'employés advocacy en sollicitant d'autres réseaux déjà constitués au sein de Safran. Le réseau des marraines Elle Bouge, l'association Elle Bouge qui vise à féminiser les métiers dans l'industrie, le réseau de l'intrapreneuriat. Trouver des centres d'intérêt, des gens différents. Exactement, et des gens déjà engagés dans des activités, on va dire, un petit peu annexes ou connexes avec leur métier. Et une fois qu'on a déjà des collaborateurs qui sont déjà engagés dans autre chose, leur proposer en fait quelque chose en plus, comme tu le disais, David, ça c'est un petit peu logique. C'est logique. Et ils sont prêts à s'engager. Ouais. Donc effectivement, voilà, nous on a fonctionné comme ça en sollicitant différents réseaux et on arrive à l'heure actuelle à constituer ce réseau de 500 e-ambassadeurs. Et donc ces 500 e-ambassadeurs sont ambassadeurs sur les réseaux sociaux, mais appartiennent aussi à d'autres réseaux d'entreprises et à d'autres activités externes. C'est en plus. Question de Valentin, je crois. Est-ce que vous avez des outils autres que Sociable à nous conseiller pour analyser la performance d'une stratégie d'employé advocacy sans faire de pub? On va pas faire de pub, mais j'imagine que vous avez fait un appel d'offres et qu'il y a plusieurs sociétés qui sont présentées. Ouais, complètement. Alors c'est pas moi qui l'ai mené, mais effectivement, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez Outsuite, vous avez même LinkedIn qui avait lancé sa propre plateforme d'employé advocacy, mais même sans forcément
nécessité de payer un outil supplémentaire. Si on commence sur un programme d'employé advocacy assez modeste, avec, je sais pas, une centaine de collaborateurs, on peut le faire en fait sans outil. Ouais. Pas pour piloter. Alors, pas pour piloter. Et quoique, c'est possible, en fait, si on se concentre sur un seul réseau social type LinkedIn, on identifie nos 50-100 ambassadeurs, on va les suivre un petit peu. Alors, ça demande beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur LinkedIn, il y a quelques années, il y avait un ranking des personnes qui partageaient le plus par entreprise. Ils l'ont supprimé, parce que je pense qu'ils vont vendre quelque chose derrière, etc. Et donc, maintenant, c'est un peu compliqué, ça demande du temps. Mais oui, il y a différents outils. Oui, différents outils, il y en a plein. Il y a plein. Alors je sais que Loomaps le fait. Il y a une partie chez Loomaps. Il y a différents. Alors moi, ce que j'avais fait à l'époque. Socialimap. Ouais. Ok, je le connais pas celui-là. Alors moi, ce que j'avais fait pour démarrer. Dans le sud-est. Dans le sud-est pour le coup, d'accord. Pour démarrer, pour tester un peu l'histoire. Alors c'est pas pour piloter, mais c'est pour lancer une dynamique. Ce que j'ai pu observer, c'est aussi des groupes sur LinkedIn avec des collaborateurs où dans le groupe on poste les liens des posts de l'entreprise et du coup les collaborateurs reçoivent ça en message et peuvent le repartager. Ça répond pas à votre question, Valentin, sur comment on pilote, mais c'est peut-être un moyen gratuit de commencer et de voir si ça prend en vue peut-être d'avoir un outil derrière qui permette de le piloter. Je sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, on a essayé d'y apporter une réponse. Un outil comme Clubhouse pour de la com interne, est-ce que ça marche? Alors écoutez, on va en parler tout à l'heure, à 14h, de podcast, de l'outil de la voix. Moi, je suis pas très fan de Clubhouse, donc j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je trouve que ça fait trop de bruit et on n'entend pas les choses les plus intéressantes quand il y a trop de bruit. Donc, je suis pas très fan, mais on en parlera largement tout à l'heure. Donc, vous êtes un peu avant-gardiste par rapport au programme de la journée. Je suis désolé, on en reviendra tout à l'heure. Est-ce que Thomas, tu as pu observer dans les entreprises que tu accompagnes des exemples très concrets qui permettent de favoriser ce programme? Là, on a parlé de l'exemple, de l'expérience, de l'histoire de Safran. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'y arriver qu'on n'aurait pas évoqués jusqu'alors? Nous, on a une approche un peu différenciante, puisqu'on ne demande rien à personne. Et on va toucher d'autres. On parle beaucoup de LinkedIn, ce qui est aujourd'hui le réseau social, mais il y a plein de gens qui sont pas sur LinkedIn. Encore, quand je dis qui sont sur LinkedIn, mais qui vont pas forcément tous les jours. Et donc, moi, je pense aussi que le mail et le réseau de proximité restent quand on envoie 30 à 40 mails par jour, on a la capacité à toucher un certain nombre de personnes d'autres manières. Donc, je pense que, il faut maximiser. C'est comme en marketing, il faut diversifier il faut toucher par différents biais, différentes personnes. Et donc, LinkedIn est un canal aujourd'hui à privilégier fortement, mais il y a d'autres canaux qui peuvent être sympas, qui peuvent être intéressants pour une entreprise. Et du coup, c'est pour ça que les entreprises, elles ont compris que c'était pas juste un outil qui allait tout faire. C'est une multitude de petites choses qui vont participer à ce programme d'employé advocacy. Et qu'il faut y aller étape par étape. Et ça, moi, toutes les entreprises, elles sont quand même, moi, je travaille avec le secteur bancaire, le secteur de l'énergie, je travaille avec des grands groupes. Quand je vois des programmes d'employé advocacy, il y en a, ils sont très très loin. Pas dans ces typologies de boîtes, mais il y a énormément de boîtes où ils sont quand même très très loin. Et classiquement, quand on partage une info collaborateur, par défaut, quelle que soit la priorité de l'info, on fait toujours un mail. C'est-à-dire qu'à un moment, on reste sur les choses très très basiques. Depuis 20 ans, la com interne, c'est l'envoi de mail, ou alors aller chercher l'info sur l'intranet. Et en fait, je pense que moi, vous inversez, vous changez le game, comme on dit. Ouais, moi, je dis un peu, mais avant d'aller vers, d'un coup, faire une pépite en disant, allez, on va lancer un programme, etc. Déjà, changer plein de choses, travailler sur les basiques, et du coup, les choses vont venir naturellement. Donc, c'est ce que je vois dans ces grands groupes. Est-ce qu'on pourrait dresser un portrait robot d'un collaborateur qui serait susceptible de rentrer dans ce type de programme? Moi, je vous donne déjà mon premier avis. J'ai l'impression, je sais pas si c'est vrai, qu'il y a une corrélation entre un collaborateur qui a un investissement associatif dans son passé ou même actuel avec l'investissement qu'il va pouvoir donner dans son entreprise. Je sais pas si vous l'observez l'un et l'autre,
Mais moi, je regarde beaucoup ça, l'investissement associatif, quand on fait du recrutement, lorsqu'on a des collaborateurs. Est-ce que vous voyez un lien de corrélation entre ces deux sujets, ces deux types d'investissement, Victor? Alors moi effectivement je le vois, puisque déjà on a été sollicité, nous, pour notre programme d'employé advocacy, des personnes qui avaient déjà une activité en plus, donc de marraine elle bouge, d'intrapreneurs, etc. Alors c'est pas forcément de l'associatif, mais effectivement on retrouve quand même des personnes qui sont prêtes à s'engager dans autre chose que leur propre métier, enfin que leur fiche de poste, on va dire. Donc oui, pour moi il y a une corrélation. Et après, le critère le plus important, à mon sens, c'est le volontariat. Ouais. Si on a envie de le faire, peu importe qu'on connaisse les réseaux sociaux, la com, qu'on sache rédiger, etc. Là, on revient sur l'accompagnement qui est nécessaire de ses collaborateurs. Mais si on a envie de le faire, on peut le faire. Très bien. Thomas, c'est une question de génération aussi, peut-être. Ouais. Moi, je constate que ceux qui sont plus jeunes sont plus enclins naturellement parce que c'est dans leur ADN. Après, effectivement, je saurais pas me dire si milieu associatif, milieu sportif, où on a plein d'activités, est-ce qu'on est plus enclin? Ouais, peut-être. Naturellement, je me dis que oui, ça a du sens. Je suis un peu comme toi, David. Je me dis que ça a du sens. Après, j'ai pas pu forcément l'observer. Et puis de toute façon, on n'a pas pu l'observer. Ouais, moi, en tout cas, dans ce que je vois, on n'a pas dans les typologies de profil, hein, on n'a pas pu observer. On a pu observer en tout cas qu'il y avait une vraie appétence pour des populations plus jeunes. Thomas, je reste avec toi. Une question. Est-ce que certains de tes clients demandent ou calculent un ROI? Il y a beaucoup de clients qui sont très héroïstes et qui veulent un retour sur investissement. Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce que c'est observé par certains de tes clients? Ouais, nous, il y a plusieurs choses. Le ROI, il calcule souvent, il le détermine de deux manières. Typiquement, il calcule la relation client. Est-ce que ça améliore aussi la relation client? Parce que dans la manière de partager de l'info, c'est pas que de l'info commerciale. Ça peut être on est partenaire de telle initiative, on a pris conscience que l'environnement est très important et qu'il faut penser à l'après, etc., au futur. Donc il y a plein de boîtes qui se positionnent sur des initiatives, qui accompagnent des fondations, etc. Donc c'est aussi, il n'y a pas qu'un ROI financier, il y a un ROI, mais elles le font pratiquement toutes sur quelle est la relation client. Est-ce qu'elle est améliorée? Et puis la satisfaction collaborateur. Est-ce que d'inclure et de valoriser le collaborateur d'une certaine manière en l'engageant dans un programme, est-ce qu'aujourd'hui il y a un taux de satisfaction qui augmente? Donc je dirais oui, il y a un ROI qui est calculé, mais c'est rarement un ROI financier. C'est plus difficile de calculer un ROI financier, notamment dans les grands groupes où finalement il y a énormément d'acteurs différents, donc aller remonter tout le fil. Ouais, mais vous, on peut mesurer le taux de clic sur les bannières, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent être. Oui, mais le taux de clic, souvent, nous, ce qu'ils font à la fin, ou régulièrement, c'est ils vont demander la satisfaction des collaborateurs. Donc, est-ce que les collaborateurs aiment cette manière de partager l'info? Et ça, pour eux, c'est un vrai critère. Et après, c'est souvent, des fois, ils vont essayer de regarder l'indice au niveau de la relation client. Est-ce qu'aujourd'hui, cette manière de partager l'information client, ça a un impact? Est-ce que parce qu'ils font pas que de l'info commerciale. Et donc, du coup, ça, ils le font aussi. Donc, les deux cas. Par contre, et ça, c'est des critères très positifs qu'on mesure. On a le taux de clic, mais ça donne pas. Ce qui a de la valeur, c'est est-ce que ce clic génère une vente ou est-ce que ce clic génère une satisfaction du client. Et ça, il y en a qui arrivent, mais c'est plus difficile. Ouais, c'est plus difficile. Thomas, on va bientôt conclure cette webconf. Il y en aura d'autres dans cette journée, je le rappelle. Sur quoi vous travaillez en termes de plan produit? C'est quoi le futur de cette pratique d'employé advocacy selon toi? Moi, je crois énormément. On est vachement en train de travailler sur aussi la partie comme on parle beaucoup des bannières pour toucher les clients, le réseau, mais il y a aussi toute la partie com interne. Je crois énormément à une nouvelle approche en termes de com interne pour toucher les collaborateurs, pour capter leur attention. Je pense qu'il y a un boulevard parce que la plupart des boîtes, elles sont très très loin de ça. Et aussi pour toucher les collaborateurs déconnectés. Notre enjeu aujourd'hui, il est vraiment d'aller sur cette partie-là parce qu'on pense qu'il y a un levier de croissance et une amélioration possible importante pour la plupart des boîtes. Et aujourd'hui, on travaille avec des grands acteurs qui croient aussi à cette capacité de capter l'attention. On propose des nouvelles approches qui suscitent beaucoup d'intérêt de la part de grands acteurs. Donc,
Moi, je crois énormément à ça. Capter l'attention des collaborateurs, retrouver cette attention-là, notamment dans cette période où le télétravail devient essentiel. Donc, il faut retrouver. Et il y a un commentaire qui dit la com interne, un must dans un monde de télétravail. Et effectivement, ça devient un must-have, effectivement. Et nous, on a une nouvelle approche qui aujourd'hui suscite beaucoup d'intérêt de la part de grands groupes parce que c'est plus du mail. Donc, c'est une nouvelle approche et on croit énormément à ce nouveau format. Et ça comprend notamment des podcasts, des vidéos, etc. C'est parce qu'on pense qu'il faut arrêter d'envoyer des mails avec 20, 30 lignes, etc., qui sont jamais lues, etc. Il faut changer la manière de communiquer. Et ça, il y a des boulevards. Très clair. Victor, même question sur quelles sont les prochaines étapes de votre programme d'Employee Advocacy? Alors nous, les prochaines étapes, c'est un déploiement à l'international. Donc comme je le disais, on est sur un périmètre France qu'on veut élargir effectivement à l'international, compte tenu de la dimension internationale de l'entreprise. Cette année, on n'est pas forcément sur une volonté de faire grandir notre réseau, mais plus une montée en compétences. Donc de capitaliser sur nos 500 ambassadeurs, peut-être de les former sur LinkedIn, des choses comme ça. Exactement, de les former. Donc ça, c'est quelque chose que je fais déjà depuis que je suis arrivé, parce que l'accompagnement, il est clé. Donc des coachings, des formations, tout ça, c'est nécessaire pour les faire monter en compétences. Donc cette année, on capitalise effectivement sur nos 500 collaborateurs engagés dans le programme. On essaye de renforcer le taux d'engagement. Il est à l'heure actuelle sur l'année d'environ 50%. On va essayer de dépasser les 50%. Et effectivement, voilà, pour 2022, déploiement à l'international. Donc on va accueillir de nouveaux collaborateurs avec différentes cultures de différents pays. Et il va y avoir également cet accompagnement qui sera forcément différent de celui que je fais actuellement en France, puisque l'aspect culturel des réseaux sociaux se retrouve également dans ces différents pays. Voilà, donc principalement le déploiement international pour l'année prochaine. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux pour votre intervention. Thomas, qui n'est donc pas dans le sud-ouest, mais dans le sud-est à Grenoble. Merci merci pour cette belle invitation. Avec grand plaisir, Thomas. Victor, merci d'être venu dans le plateau, lui, monsieur. Il est venu, lui. Voilà. C'est top. Mais je plaisante. De toute façon, votre intervention, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel, a été fort enrichissante. Et merci beaucoup, Victor, d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir. Vibration, le podcast. Merci à tous de nous avoir suivis sur Vibration, le podcast qui fait vibrer vos communications internes. Abonnez-vous si vous le souhaitez à cette collection de podcasts pour être maintenu au courant de tous les nouveaux épisodes. Et n'hésitez pas à partager ces épisodes sur les réseaux sociaux, ça nous aiderait beaucoup. À très vite sur Vibration, le podcast.